Voici John. John semble attirer le mauvais temps et toutes sortes de catastrophes naturelles partout où il va. Un jour, John remarque que son chien est agité. Le toutou n'arrête pas de gratter sur la porte d'entrée et de s'agiter dans la maison. Il essaye même de se cacher dans un coin en hurlant et en aboyant. Lorsque des tasses commencent à tinter dans l'armoire, John comprend ce que cela signifie. Le bruit est produit par des chocs précurseurs, des mini-séismes qui précèdent l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en grappe. Après quelques faibles tremblements de terre, il est probable qu'un plus gros soit en préparation. Précédant la catastrophe, on peut aussi remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent sortir du sol, d'autres planent dans les airs. Ce sont des lumières de séisme. Elles peuvent apparaître plusieurs jours ou quelques secondes avant que le sol ne commence à trembler. Maintenant, John marche le long du rivage de l'océan. Soudain, il voit l'eau se retirer de la plage à une vitesse fulgurante. John, mon ami, fuit aussi vite que possible et trouve un point en hauteur. Un tsunami arrive, et ta vie pourrait dépendre de la rapidité de ta réaction. Si John repère une élévation inattendue du niveau de la mer, cela peut être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas. L'eau qui arrive est la première vague du tsunami. La deuxième, beaucoup plus grande, arrivera environ 10 minutes plus tard. John peut aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami est proche. Maintenant, John a l'impression que quelque chose cloche avec le soleil. À travers ses lunettes de soleil spéciales très polarisées, il voit qu'il y a des éruptions irrégulières autour du contour de l'étoile. Si ces rayons bizarres sont accompagnés d'aurores dans le monde entier, ils sont le signe d'une tempête solaire. Ces tempêtes sont généralement causées par des perturbations du champ magnétique du soleil. Dans ce cas, les explosions de gaz et de radiation à la surface du soleil deviennent si massives et puissantes qu'elles peuvent même atteindre notre planète. Heureusement, les tempêtes solaires ne sont pas vraiment dangereuses pour les gens, mais elles peuvent perturber le réseau électrique et même provoquer des pannes. Le ciel au-dessus de la tête de John s'assombrit et devient sinistrement vert. Quelque chose le frappe sur le front. Aïe! Il ramasse l'objet en question, c'est un grelon. Pourtant, il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut pas. Bientôt, il entend un bruit qui s'approche rapidement et se transforme en un fort rugissement. On dirait qu'un train de marchandises fonce vers lui. Mais ce n'est pas un train, c'est une tornade. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris, mais John ne peut pas confondre cette colonne d'air en rotation avec autre chose. Tu es sur la route, John? Alors éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Vite, trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Tu es en intérieur? Alors éloigne-toi des fenêtres et descends au sous-sol si possible. Et s'il te plaît, fais très attention si tu aperçois des nuages de forme conique. Ceci signifie de violentes tempêtes. Et si tu remarques qu'un tel nuage commence à tourner sur lui-même, cherche immédiatement un abri. Cherche immédiatement un abri. Le nuage est en train de se transformer en tornade sous tes yeux. La bonne nouvelle, c'est que John ne doit s'inquiéter que des nuages coniques chauds, car les nuages froids sont totalement inoffensifs. Le seul problème, c'est qu'il faut pouvoir déterminer la température du nuage rien qu'en le regardant. Tiens, John vient de repérer des arbres aux formes étranges. Ils ressemblent à la lettre J et poussent sur une pente. Cela signifie que le sol sous les pieds de John est probablement instable. S'il continue à marcher ici, cela pourrait provoquer un dangereux glissement de terrain. Les vagues carrées apparaissent lorsque deux formes de vagues différentes s'écrasent l'une contre l'autre. Ce phénomène est plutôt beau à voir, mais non, ne va pas dans l'eau, John. Continue à le regarder depuis la rive. Les courants croisés à cet endroit peuvent facilement entraîner même le nageur le plus expérimenté sous la surface. John continue de marcher le long de la rive. À un moment donné, il voit des vagues violentes et agitées transportant des débris océaniques et des algues. Cette fois, il reste hors de l'eau. Il sait que cela peut être le signe d'un fort courant de retour qui peut emporter un nageur très loin au large. Que dirais-tu maintenant d'une promenade dans le parc? John aime cette idée. Le soleil brille et le ciel est si bleu. Soudain, il aperçoit un nuage vertical qui grandit rapidement. Au début, il semble d'un blanc éclatant, mais à mesure qu'il s'approche à une vitesse alarmante, il devient dense et couleur d'encre. Le ciel s'assombrit, il commence à y avoir du vent. C'est alors que John remarque que ses cheveux se dressent sur la tête. C'est le signe qu'il est sur le point d'être frappé par la foudre. À ce moment précis, des charges positives s'élèvent de son corps. Elles se dirigent vers la partie chargée négativement de l'orage. S'il ne réagit pas rapidement, ces charges vont se rencontrer.
Il n'y a nulle part où se cacher. Alors John doit s'accroupir et essayer de se rendre plus petit que les objets qui l'entourent. Oh non, John, ne t'allonge pas sur le sol. Il est peut-être humide et par conséquent conducteur d'électricité. Il y a d'autres signes qui indiquent le danger pendant un orage électrique. Les paumes de John peuvent commencer à transpirer. Il peut entendre des craquements et des bourdonnements bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Sa peau peut commencer à picoter. Il peut ressentir un étrange goût métallique dans sa bouche. De plus, il est probable que John sente une odeur de chlore, qui est celle de l'ozone. Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz composant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de 3 atomes d'oxygène. C'est l'ozone. On peut en sentir l'odeur pendant un orage, car les courants descendants amènent ce gaz des hautes altitudes à notre niveau. Certains insectes peuvent sentir un orage arriver. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en se figeant. Alors, quand John remarque que les insectes autour de lui ont l'air de somnoler, il sait qu'il doit se préparer. Oh, et les abeilles peuvent prédire les fortes tempêtes de pluie. Elles se mettent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Alors qu'il se promène près de la rivière pendant une période de forte pluie, John entend un rugissement. Il est paralysé par la peur. Il s'agit probablement d'une crue soudaine qui se dirige dans sa direction. En effet, il voit bientôt des débris descendre avec le courant. L'eau change rapidement de couleur, devenant boueuse et foncée. Les crues éclairs sont très dangereuses. Alors mets-toi tout de suite à l'abri, Johnny. Un autre jour, John voit un spectaculaire nuage mural. Il semble s'étendre sur 8 km. Dans le meilleur des cas, il s'agit simplement d'une tempête violente qui arrive. Mais si le nuage mural commence à se déplacer en cercle, c'est le signe certain d'une tornade. John marche sur un champ de glace dans la montagne, écoutant les sons que fait la glace sous ses pieds. Le bruit est plutôt creux. Vite, John, vérifie s'il y a des fissures autour de tes empreintes de pas. Si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'une avalanche soit sur le point de se produire. Bientôt, John voit effectivement une avalanche se déplacer dans sa direction. Il fait de son mieux pour quitter la pente. Dans la plupart des cas, il pourrait probablement la distancer en se dirigeant vers le bas de la pente, puis en se dirigeant sur le côté. Mais pas cette fois. Il réalise qu'il n'a pas assez de temps et se dirige vers l'arbre le plus proche. Si John s'y accroche très fort, l'avalanche ne l'entraînera peut-être pas. Mais si cela ne fonctionne pas, il doit essayer de nager jusqu'à la surface de l'avalanche tant qu'elle est encore en mouvement. Par une belle soirée d'été, John remarque que des feuilles aux tiges souples s'affaissent tout à coup. Ah, c'est peut-être à cause d'une tempête à venir. Juste avant l'arrivée d'une tempête, l'air devient généralement plus humide, les feuilles deviennent aussi humides et lourdes et le vent les retourne facilement. John vit dans une assez vieille maison et est habitué à voir des fissures dans les murs intérieurs. Mais un jour, il remarque que certaines d'entre elles se sont élargies. Et regarde, il y en a aussi des nouvelles. C'est un signal d'alarme. Il vit dans une région très calcaire, donc de nouvelles fissures peuvent signifier qu'un gouffre est sur le point de s'ouvrir à côté de sa maison. John se dépêche de rentrer chez lui en essayant de ne pas perdre de temps à admirer les nuages accrus. Il semble tout droit tiré d'un film de science-fiction. Il se forme lorsque de l'air chaud et humide est pris dans un courant ascendant d'orage. Et ces nuages de mauvais augure signifient le plus souvent qu'une tempête se... Tu te sens bien reposé, j'espère, parce que je vais te proposer quelque chose d'un peu difficile. Ne t'inquiète pas, ça va être amusant. Tu vas visiter différentes planètes dans notre système solaire et essayer de courir sur chacune d'elles. Nous allons voir où tu fileras comme une gazelle et où, au contraire, tu pourras à peine marcher. L'homme le plus rapide au monde, Usain Bolt, peut courir à une vitesse moyenne de 38 km/h. Mais sa vitesse de pointe est encore plus élevée, 43 km/h. Malheureusement, nous ne pouvons pas tous être Usain Bolt. Une personne moyenne court à une vitesse comprise entre 10 et 13 km/h. Mais peut-être existe-t-il une planète où tu pourrais battre les records du célèbre sprinter jamaïcain. Avant toute chose, voyons ce qui affectera ta vitesse lorsque tu courras sur d'autres planètes. Pour commencer, la gravité. En fonction de sa force sur la planète que tu visites, elle influencera ton poids. Et dans la plupart des cas, plus tu es lourd, plus tu courras lentement. En outre, sur toutes les planètes de notre système solaire, hormis la Terre, tu devras porter une combinaison spatiale assez volumineuse. Sans ça, tes chances de survie seront absolument nulles. Sans oublier que les conditions météorologiques sont extrêmes sur la plupart de nos voisines. Il y fait soit un froid glacial, soit une chaleur étouffante. Et les vents peuvent y être extrêmement, et je dis bien extrêmement, violents. Bref, ton fabuleux voyage est sur le point de commencer. Attache ta ceinture.
La première planète sur ton itinéraire est Mercure. En jetant un coup d'œil à ce monde par le hublot de ton vaisseau spatial, tu remarques que cette planète ressemble étrangement à notre bonne vieille Lune. Mais quelques instants plus tard, tu réalises que ce n'est qu'une illusion. Sur toute la surface de Mercure, tu vois des cratères, le résultat de nombreux impacts de météorites. Et oui, cela risque de rendre ta course sur cette planète beaucoup plus difficile. Ça est ta grosse combinaison spatiale. Oui, mais tu ne survivrais pas sur Mercure sans cette protection. Les températures y sont extrêmes. 427 degrés pendant la journée et moins 179 degrés pendant la nuit. Mais il y a une chose qui peut jouer en ta faveur sur cette planète peu accueillante. Disons que tu pèses 70 kg sur Terre. Sur Mercure, tu pèseras environ 26 kg, ce qui signifie que malgré ta combinaison spatiale si encombrante, tu pourras te déplacer beaucoup plus vite que sur Terre. Et tu réussiras peut-être même à atteindre une vitesse de 21 km/h si tu fais un effort. La prochaine planète sur ton itinéraire est Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du matin. En t'approchant, tu vois un monde très différent de ce que tu as pu voir dans les livres d'astronomie. Avant d'atterrir, tu dois traverser une atmosphère super dense, composée de dioxyde de carbone. Et tandis que ton vaisseau descend, tu vois passer d'épais nuages d'acide sulfurique. On dit souvent que Vénus est un peu la jumelle de la Terre, car ces deux planètes ont une taille et une densité similaires. Sur Vénus, tu pèses presque autant que sur Terre. 63 kg. Ton poids est donc un peu plus faible ici, mais n'oublie pas que tu portes cette combinaison spatiale. Malgré ça, comme les conditions sont assez similaires sur les deux planètes, il se pourrait que tu parviennes à courir un peu plus vite que sur Terre, à environ 14 km/h. Ta première impression de Mars est qu'il y fait un froid glacial. La température moyenne y est de moins 62 degrés. Même de loin, la planète a cette teinte rougeâtre. Une fois que tu as atterri sur la surface de Mars, tu comprends pourquoi. Le sol est couvert d'une poussière roussâtre. Cette même poussière, très fine, flotte dans l'air tout autour de toi. Où que tu regardes, tu vois des teintes dorées, brunes, orangées et même verdâtres. Ce sont les minéraux qui composent le sol qui déterminent les couleurs du paysage. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais la moyenne générale est d'environ 2 mètres. Et oui, cela va rendre la course un tantinet plus difficile. Sur Mars, ton poids sera beaucoup plus faible que sur Terre, seulement 26 kg. Cela te permettra d'atteindre la vitesse impressionnante de 19 km/h. En voilà un champion. Mais que vois-tu à l'horizon? On dirait une tornade. Une tempête de poussière? Il est temps de foncer. Il arrive que ces tempêtes de poussière s'étendent sur toute la planète. Les plus grosses sont même visibles depuis la Terre. Et maintenant, te voilà en face d'un autre problème. Tu vois, Jupiter, tout comme Saturne, est une géante gazeuse. Cela signifie que la plus grande planète de notre système solaire, et Jupiter est si grande qu'elle pourrait avaler 1300 Terres, n'a pas de surface solide. Il va donc te falloir imaginer à quoi ressemblerait ton sprint s'il était possible de courir sur Jupiter. L'atmosphère de cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium. Pendant ta descente, tu contemples d'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs. C'est grâce à eux que cette planète est si belle, avec toutes ses stries colorées. Sur Jupiter, tu pèserais 177 kg. Tu t'épuiserais rien qu'en marchant dans ta combinaison spatiale si peu pratique. Enfin, si tu pouvais marcher sur la surface de cette planète, bien sûr. Si tu essayais d'y courir, tu te traînerais à une vitesse comprise entre 1,6 et 3 km/h. Et comme si tout ça n'était pas déjà assez ridicule, il y a énormément de vent sur Jupiter. Et il souffle entre 322 et 644 km/h. Tu vois ces anneaux? C'est Saturne, une autre géante gazeuse dépourvue de surface solide. Cette planète est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Et sa température et sa densité changent au fur et à mesure que tu t'y enfonces. Si tu décidais de quitter ton vaisseau spatial et de marcher sur la surface de Saturne, tu tomberais tout simplement dans la planète. Mais vu d'en haut, on dirait pourtant que Saturne possède une surface. Cette sphère de couleur brun-jaune est entourée de plusieurs couches de nuages. La couche extérieure visible est composée de nuages d'ammoniac. Au-dessous, il y a des nuages d'hydrosulfure d'ammonium. Et la couche la plus profonde est composée de nuages d'eau. Bien que Saturne soit une géante gazeuse, ton poids n'y serait pas très différent, environ 75 kg. La raison, c'est que la gravité de cette planète est similaire à celle de la Terre. Mais à cause des conditions qui y règnent et de ta fichue combinaison spatiale, tu courrais un peu plus lentement là-bas que sur Terre.
à une vitesse d'environ 6 km/h. Avant de repartir, tu admires la caractéristique la plus célèbre de Saturne, ses superbes anneaux gris, beige et fauve. Ils sont constitués de morceaux de roche et de glace. Tu aperçois aussi quelques-unes des 53 lunes de Saturne. Tiens, voici Titan, un monde glacé plus vaste que notre Lune et même que Mercure. C'est la deuxième plus grande lune du système solaire. La planète suivante sur ton itinéraire est une boule bleu-vert faite de glace et de gaz. C'est la géante glacée Uranus. Elle doit cette belle teinte à la lumière du Soleil qui se réfléchit sur sa surface. Uranus n'est pas solide, actionne vite les freins. Si tu n'arrives pas à t'arrêter à temps, ton vaisseau spatial va traverser la haute atmosphère de la planète et s'enfoncer dans son noyau liquide et glacé. Je doute que tu parviennes à y mener ton expérience. Alors, il nous faut à nouveau faire preuve d'un peu d'imagination. Sur Uranus, ton poids serait d'environ 62 kg. Et, contre toute attente, tu pourrais atteindre une bonne vitesse ici, au moins 13 km/h. Si tu ne te retrouves pas au milieu d'un ouragan, bien sûr. En été, il y a d'énormes tempêtes sur cette planète, lorsqu'Uranus est à son plus haut niveau de chaleur. Les ouragans peuvent alors s'y étendre sur plus de 9650 km. La planète la plus éloignée du Soleil, Neptune, est 4 fois plus grande que la Terre, mais 17 fois plus lourde. La surface bleue que tu aperçois en t'approchant d'elle est en fait une couche de gaz tourbillonnant et de nuages permanents. Le manteau de cette planète est composé de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane. Et c'est à peu près tout ce que Neptune a comme surface. Il n'y a donc pas de terre ferme ou marché. Alors, une fois de plus, on va utiliser notre imagination. Sur Neptune, tu pèserais un peu plus lourd que sur Terre, 79 kg. Mais ta vitesse y serait à peine inférieure à celle que tu atteins sur notre belle planète, environ 8 km/h. En 1996, l'une des plus violentes tempêtes de neige de l'histoire a frappé la côte des États-Unis. Elle est baptisée Blizzard de 1996. Du 6 au 8 janvier, une énorme quantité de neige est tombée sur le pays. La tempête était si forte que les gens ne pouvaient rien voir autour d'eux, à part un voile blanc. D'énormes congères se sont formées. Les gens ne pouvaient pas quitter leur maison, car la neige avait recouvert toutes les portes et les fenêtres. Certains ont passé des heures à pelleter la neige pour monter dans leur voiture. Et pendant qu'ils faisaient cela, de nouvelles congères apparaissaient tout autour. Cette tempête est considérée comme l'une des principales tempêtes hivernales du XXe siècle. Les écoles et les universités n'ont pas fonctionné. Les magasins, les bibliothèques et les cafés ont été fermés. Tu pouvais regarder par la fenêtre et ne voir qu'un mur de glace blanc. Le vent soulevait la neige dans l'air et bloquait tous les véhicules. Les gens ont abandonné leur voiture pour se cacher dans l'abri le plus proche, ce qui a créé des kilomètres d'embouteillage. Pendant les chutes de neige, des ouragans se sont formés et ont détruit des bâtiments. Le chaos régnait partout. Les gens avaient peur de quitter leur logement. Le vent fort et la pluie ont fait sortir les rivières de leurs lits, ce qui a provoqué des inondations massives dans les villes environnantes. De nombreux États ont perdu des millions de dollars à cause des destructions. Mais au même moment, les habitants d'une petite ville n'ont même pas remarqué le problème. Le blizzard de 1996 a couvert presque toute la Pennsylvanie. Mais la météo n'était pas si mauvaise dans le comté de Delaware, alias Delco. Les villes voisines ont été assaillies par la tempête, mais pas celle-ci. Depuis cette époque, une légende est apparue parmi les habitants. Ils disent que leur petite ville est protégée par une bulle météorologique mystérieuse. En 2013, ils l'ont appelée la bulle de Delco. Selon les habitants, la bulle couvre tout le comté de Delaware et protège de toutes les catastrophes naturelles et autres dangers. Les habitants de cette ville tranquille et ensoleillée aiment raconter cette légende. Mais il n'y a aucune preuve scientifique de son existence. Il semble que le mauvais temps contourne la zone pendant les grosses tempêtes. Dès que les ouragans s'approchent de cet endroit, ils se séparent dans différentes directions, puis convergent juste après avoir passé la zone. Tout cela s'est passé selon les dires de la population locale, sans preuve météorologique. Ils se souviennent de plusieurs tempêtes différentes dans les années 90, dont le blizzard de 1996. À la télévision et à la radio, on annonçait que les tempêtes atteindraient le Delaware, mais aucune prévision ne s'est réalisée, et les habitants ont bénéficié d'un temps agréable. Un résident affirme qu'il regarde souvent les prévisions et les photos satellites, et qu'il voit comment les nuages noirs se dispersent à Delco. C'est calme et paisible ici, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Cependant, la bulle ne protège pas de tous les problèmes.
puisqu'il y a déjà eu des inondations. C'est pourquoi de nombreux habitants ne croient pas à cette histoire de protection magique. Il y a une explication scientifique qui prouve que les tempêtes s'affaiblissent à cet endroit. Les brises de mer vont vers l'intérieur des terres et balayent parfois des régions comme le comté de Delaware. Les rues et les environs sont alors remplis d'air frais. Cela crée une stabilisation de l'air. Lorsqu'une tempête se forme et arrive là depuis l'ouest, elle rencontre cette masse d'air stabilisée. Les ouragans perdent une grande partie de leur force. Et il semble que le mauvais temps contourne simplement le district. Mais la bulle de Delco peut aussi être expliquée par la psychologie collective. Presque toutes les rumeurs concernant l'anomalie de protection proviennent des gens. Les habitants écrivent sur les réseaux sociaux et se racontent comment l'ouragan n'a pas touché leur maison. Dans de tels cas, les gens pensent souvent que si les problèmes ne leur sont pas arrivés, alors ils ne sont pas arrivés du tout. Imagine que tu sors sur le seuil de ta maison, alors que la radio prédit une forte tempête. Tout est calme devant tes yeux. Une légère brise souffle sur ton visage. Mais derrière, à quelques centaines de mètres de ton jardin, un véritable ouragan fait rage. Tu ne l'as pas vu et tu es allé écrire un post sur internet pour dire que la bulle Delco a encore sauvé ta ville. Les tempêtes sont un phénomène météorologique dangereux et tu devrais t'en méfier. Surtout si tu ne vis pas à l'intérieur d'une bulle protectrice. Mais disons que tu as manqué toutes les nouvelles et tous les bulletins sur une tempête en approche. Ce n'est pas grave. Tu sauras qu'elle s'approche en regardant les nuages. L'un de ces nuages s'appelle cumulonimbus. Ce sont les précurseurs des orages, des ouragans, de la grêle, des inondations et même des tornades. Tu les reconnaîtras facilement à leur aspect impressionnant. Ils sont épais, lourds et sombres, et peuvent étinceler à cause des éclairs qui se produisent à l'intérieur. La première réaction face à de tels nuages est de s'échapper ou de chercher un abri. Mais attends un peu. Voyons comment ils se forment. L'air chaud soulève les plus petites gouttes d'eau. Elles sont si petites qu'elles forment de la vapeur. Le plus souvent, cette vapeur s'élève de l'océan, car il y en a beaucoup plus que sur Terre. Elle s'élève haut dans le ciel, dans une zone où la température est très basse. Là, la vapeur chaude se refroidit, et les gouttelettes se transforment en minuscules particules de glace. Ensuite, ces morceaux gelés sont mélangés à d'autres particules dont la planète est remplie, poussière, glace et sel de mer. Toutes ces choses se collent ensemble en une masse homogène et créent un nuage. Des millions d'autres particules supplémentaires s'y collent, et le nuage devient plus volumineux. La masse augmente, et des gouttes commencent à tomber sur le sol sous forme de pluie. Les nuages sont nécessaires pour la planète. Ils nous protègent des fortes radiations des rayons du soleil. On pourrait dire qu'ils filtrent le soleil pour nous. Lorsque la nuit tombe, les nuages agissent comme une couverture. Ils gardent la chaleur et ne laissent pas le froid pénétrer dans l'atmosphère. Presque tous les nuages sont sans forme. C'est l'imagination humaine qui leur donne des formes. Mais il existe de très rares nuages qui ont une forme précise et étonnante. Les nuages lenticulaires sont stationnaires et ont la forme d'une énorme plaque ronde. Ces nuages couvrent souvent les sommets des montagnes. Les nuages mammatus se forment souvent sous les cumulus de pluie. Ils ressemblent à des centaines d'énormes sacs remplis d'eau qui pendent au-dessus du sol. Si le ciel a l'air de se couvrir d'essence, il s'agit de nuages nacrés, courant dans les régions où les températures sont plutôt basses. Tu peux les voir dans des endroits proches du cercle polaire arctique. Ils prennent cette couleur grâce au soleil qui brille sur les nuages à un certain angle et crée ce motif. Les nuages Morning Glory ressemblent à d'énormes cordes qui s'étirent le long du sol. Tu peux observer ce phénomène principalement dans le nord de l'Australie. Descendons maintenant des nuages vers le sol et observons le phénomène mystérieux qui se cache dans les marécages. Depuis des siècles, les gens ont observé un phénomène étrange. Certains l'appelaient le feu des fous. La nuit, quelque part loin de la civilisation, tu peux voir de mystérieuses lumières brillantes parmi les forêts et les marais. Elles brillent de couleur orange et bleue. On dirait que quelqu'un a allumé une torche et l'agite pour attirer ton attention ou te demander de l'aide. Dans le passé, les gens le pensaient aussi. Ils marchaient alors vers les lumières et se retrouvaient dans les marais. C'était désormais eux qui avaient besoin d'aide. Mais il n'y avait personne dans les environs, et les lumières mystérieuses avaient tout simplement disparu. Marcher dans les marais est très dangereux. Alors ne laisse pas ces lumières te prendre au piège. Tu dois savoir qu'il y a une explication scientifique à ce phénomène. Les champignons et algues bioluminescents poussent dans les endroits marécageux et brillent parfois d'une couleur bleue. De loin, cela crée l'illusion d'une petite lumière. Le vent et l'eau font osciller les algues avec les champignons, de sorte qu'on a l'impression que les lumières volent. De plus, il y a beaucoup de matière organique dans les marais.
feuilles, herbes, boue, argile, branches d'arbres. Ces matières se décomposent rapidement dans des conditions humides et libèrent du méthane. Dès que le méthane entre en contact avec l'air, il prend feu et survole le marais sous la forme d'une boule enflammée. Ce phénomène est observé dans le monde entier, dans les zones marécageuses. Mais les lumières volantes les plus célèbres se trouvent dans le désert de l'ouest du Texas. On les appelle les lumières de Marfa. Chacune d'entre elles a la taille d'un ballon de basket et apparaît dans le désert. Les lumières clignotent, fusionnent, se divisent en deux parties et s'envolent dans le ciel. Cependant, il n'y a pas d'explication scientifique à ce phénomène. Peut-être s'agit-il simplement des lumières des véhicules qui passent. Cependant, beaucoup de gens pensent que les lumières de Marfa apparaissent pour la même raison que les lumières d'épouvante au-dessus des marais. Il y a de grandes réserves de pétrole et de gaz naturel avec du méthane caché sous le désert. Parfois, ce gaz sort du sol et s'enflamme au contact de l'oxygène.